La folle du 17 dans le quartier de Saint-Pauvre, là où les immeubles tiennent encore debout par miracle et où les âmes se croisent sans jamais vraiment se voir. Une silhouette fragile hante les ruelles. Les habitants l'ont surnommée la folle du 17, parce qu'elle vit là, dans un ancien bâtiment décrépit, au numéro 17 de la rue des Trois Lunes. Elle n'a plus de nom, plus d'identité aux yeux du monde. Juste un visage creusé, des cheveux en bataille, des vêtements souillés, et cette voix, douce mais déchirée, qui ne cesse d'appeler « Louise ». Louise, reviens à maman. Les enfants ont peur d'elle. Les adultes l'évitent. Certains rient en la voyant murmurer à une vieille couverture sale qu'elle serre contre son cœur comme si elle contenait un trésor invisible. Elle a perdu la tête, disent-ils. Elle n'a jamais eu d'enfant, murmurent les autres. Mais personne ne prend le temps de l'écouter. Parfois, la nuit, on l'entend crier. Pas un cri de rage. Non, un cri qui glace le sang, un cri que seule une mère abandonnée pourrait pousser. Elle s'agenouille dans les flaques d'eau, les yeux vers le ciel, les mains tremblantes autour de sa couverture vide. Et dans le silence, la vérité choisit les voix les plus silencieuses pour crier justice. Et Clara, oui, c'est son vrai nom, commence lentement à se souvenir. Les Vendrell, le couple en or dans les colonnes des grands magazines, Marc et Elisa Vendrell incarnaient le rêve moderne. Un couple glamour, brillant, philanthrope, à la tête de la très respectée fondation Éclat d'Espoir, œuvrant pour les enfants démunis à travers le monde. Leur villa aux allures de palais dominait les hauteurs de Montbreuil. Chaque photo d'eux respirait la réussite, la tendresse, la perfection. Mais derrière les rideaux en soie et les flashs des journalistes, une vérité plus sombre se cachait. Elisa Vendrell, la femme au sourire légendaire, portait en elle une douleur invisible, une cicatrice profonde, une absence déchirante, celle de l'enfant qu'elle n'avait jamais pu avoir. Depuis des années, les traitements s'étaient enchaînés. Les piqûres, les hormones, les rendez-vous médicaux. Chaque mois, l'espoir. Puis, chaque mois, la chute. Elle souriait en public, mais pleurait en silence dans les couloirs de la maison, son oreiller noyé de larmes. Marc faisait bonne figure, lui promettait que leur amour suffirait. Mais lui aussi en souffrait, terriblement. Leur couple s'effritait, lentement, sans bruit. Une distance s'installait. Elisa s'en voulait. Elle se sentait incomplète, inutile, vide. Et plus les années passaient, plus son désir d'enfant devenait obsession. Ce n'était plus une envie, c'était une nécessité, une urgence viscérale. Elle rêvait de berceaux, de rires, de petits pas dans le couloir. Elle fixait les chambres vides de leur immense maison en imaginant ce qu'elles auraient pu être. Un soir, alors que la pluie battait les vitres, Elisa glissa doucement. Et si on arrêtait d'attendre? Si notre enfant était déjà quelque part? Marc la regarda, longtemps, puis détourna les yeux. Il savait ce que cela signifiait. Ce fut le début d'une décision qui allait tout changer. Une décision que ni l'argent, ni le pouvoir, ni la façade parfaite ne pourraient justifier. Car parfois, derrière le luxe, se cachent les choix les plus terribles. Et chez les Vendrell, un vide allait bientôt être comblé, au prix de l'innocence. L'enfant de l'ombre Clara n'a pas toujours été la folle du 17. Il fut un temps où ses mains dansaient sur les touches d'un piano comme si elle caressait le monde. Elle jouait Chopin les yeux fermés, composait des berceuses qui faisaient pleurer les plus durs. Une étoile montant. Mais derrière les projecteurs, une ombre grandissait, Raphaël, son compagnon, son mentor, et son bourreau. Jaloux de son succès, incapable de la laisser briller sans l'éteindre. Les premières gifles furent suivies de silence, puis de larmes, puis de cris. Clara pensait qu'un jour, il changerait. Mais le jour où il a levé la main alors qu'elle portait la vie en elle, elle a compris. Elle devait fuir. Elle s'est enfuie un soir d'automne, un sac à l'épaule et une vie dans le ventre. Elle a marché jusqu'à ce que ses pieds saignent, jusqu'à ce qu'un panneau en néon la guide vers un dispensaire de fortune, tenu par des bénévoles fatigués et un personnel débordé. Là, elle a trouvé refuge. Là, elle pensait que son cauchemar allait s'achever. Mais ce fut le début de l'enfer. Le soir de son accouchement, la douleur était insupportable, mais son espoir plus fort. Elle voulait entendre le cri de son bébé, voir ses petits doigts, l'envelopper d'amour. Mais au lieu de cela, le silence. Une infirmière, le regard fuyant, s'approche. « Je suis désolé, votre bébé n'a pas survécu. » Le monde de Clara s'effondre. Elle hurle, supplie, veut le voir. Mais on lui dit non. Il a été pris en charge. Il valait mieux ne pas le voir dans cet état. Les sédatifs tombent. Elle sombre dans l'obscurité. Et quand elle se réveille, il ne reste rien. Aucune preuve, aucun adieu, juste un vide béant. Mais ce que Clara ignorait, c'est qu'au même moment, dans un couloir mal éclairé, un infirmier tremblait. Il venait de voir l'impossible, une valise pour bébé, une femme riche, un médecin glissant une enveloppe dans une poche, et un nourrisson qui n'aurait jamais dû partir. Il murmura à une collègue, la gorge nouée, ce bébé n'était pas mort. Il a été vendu. Elle l'a regardé, pétrifiée. Puis, ils se sont tus, parce qu'ils savaient que dans ce dispensaire, il valait mieux fermer les yeux que perdre son poste, ou sa vie. Pendant que Clara sombrait dans la douleur et la folie, quelque part dans une voiture luxueuse, un bébé ouvrait les yeux pour la première fois, sans savoir qu'on venait de lui voler son destin.
Le pacte secret, c'est dans l'ombre d'un couloir sans nom que l'impensable a été scellé. Une clinique oubliée, à la frontière de la ville et de la misère. Ni panneaux, ni caméra, juste des murs tachés par le temps, des néons qui clignotent, et des visages fermés. C'est là que Mark et Elisa Vandrel ont été conduits, loin des regards, sur recommandation d'un contact, un flux. Le médecin qui les reçoit est un homme sec, au regard froid. Il ne pose pas de questions. Il ne feint pas la compassion. Il leur parle comme on traiterait un contrat. Une jeune femme sans ressources vient d'accoucher. Seule, instable, sans avenir. Son bébé est en parfaite santé. Il fait une pause. Si vous le voulez, il peut être à vous. Elisa serre la main de Mark. Son cœur bat trop fort. Elle n'ose y croire. Et où, la mère? Le médecin hausse les épaules. Elle n'aura pas à savoir. Elle croira que l'enfant est mort-né. Nous nous chargeons de tout. Le silence a un prix, monsieur Vandrel. Mais vous avez les moyens. Mark ne répond pas tout de suite. Il regarde sa femme. Elle est au bord des larmes. Une lueur d'espoir illumine ses yeux, comme une survivante qui entrevoit enfin la terre ferme. Il connaît la frontière qu'il s'apprête à franchir. Et il choisit de ne pas la regarder. Il signe. Ce soir-là, Clara est en salle de repos, vidée, endormie, les bras vides, mais le ventre encore chaud d'un amour qu'elle ne connaîtra pas. Une dose de sédatif circule lentement dans ses veines. Elle ne sent rien. Elle ne saura rien. Dans une pièce voisine, un nourrisson pousse son premier cri. Une infirmière, tremblante, le tend à Elisa. Cette dernière le prend contre elle, le cœur au bord de l'explosion. « Louise » chuchote-t-elle. Il sent que personne ne s'en aperçoive. Dans le silence étouffé d'une nuit pluvieuse, une vie est arrachée, et offerte à ceux qui ont su payer le prix de l'impardonnable. La mémoire brisée, le réveil de Clara fut un choc silencieux. Elle ouvrit les yeux dans une lumière blafarde, l'esprit engourdi, le ventre douloureux, et les bras vides. Un vide si profond qu'il semblait avaler l'air autour d'elle. Elle sentit d'abord l'absence avant de se souvenir pourquoi elle était là. Son bébé, Louise. Une infirmière entra, évitant son regard. « Je suis désolée, votre bébé n'a pas survécu. » Puis elle repartit, sans un mot de plus, comme si tout cela n'était qu'une formalité. Clara resta figée. Elle chercha un regard compatissant, une main tendue, un mot de réconfort. Mais tout ce qu'elle reçut fut le silence. Le genre de silence qui écrase l'âme. Elle cria, elle hurla, elle supplia qu'on la laisse voir son enfant, au moins une fois. Mais les réponses furent froides, mécaniques. Ce n'est pas possible. Le corps a déjà été pris en charge. Vous devez vous reposer. Et puis, plus rien. On la renvoya, seule, avec un sac plastique contenant ses quelques effets personnels. Comme si elle n'avait jamais porté la vie. Comme si Louise n'avait jamais existé. Clara erra dans la ville, hébétée. Les jours devinrent flous. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus. Son esprit, brisé, flottait entre deux mondes. Celui du souvenir et celui du doute. Une question tournait en boucle dans sa tête, obsédante. Pourquoi ne m'ont-ils pas laissé la voir? Puis, un jour, dans un café, elle entendit une conversation entre deux femmes. Tu sais, parfois, dans certains dispensaires, des bébés sont placés discrètement, surtout ceux de femmes seules ou fragiles. Ce fut comme un éclair, une onde dans l'obscurité, le visage de l'infirmier qui l'avait évité, le regard fuyant du médecin, le silence, trop de silence. Clara sentit un souffle revenir en elle, faible, mais tenace, et dans ce souffle, un mot, un nom, Louise. Ce jour-là, elle comprit qu'on lui avait menti, mais elle ne savait pas encore jusqu'où ce mensonge l'avait menée, ni jusqu'où elle irait pour retrouver sa vérité. L'enfant aux yeux tristes, 8 années ont passé. Dans une grande maison baignée de lumière, au cœur d'un quartier chic, une petite fille court à travers les couloirs immenses. Ses cheveux châtain clair dansent autour de son visage, mais ses yeux sont d'une profondeur étrange, d'un bleu presque douloureux. Les domestiques l'appellent la petite princesse Vandrel. Mais derrière ses robes de soie et ses jouets hors de prix, Louise semble souvent ailleurs. Elle ne rit jamais vraiment, pas comme les autres enfants. Parfois, elle se tient devant la grande baie vitrée du salon et reste là, silencieuse, pendant de longues nuits, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Elisa l'adore. Elle l'étouffe presque d'amour, lui offrant tout ce qu'elle n'a jamais pu offrir à personne. Mais son amour est nerveux, tremblant. Elle sait que cet enfant n'est pas né d'elle. Et même si elle l'élève comme sa fille, un doute la ronge, et si un jour, tout ressortait. Mark, lui, a trouvé un équilibre fragile dans le mensonge. Il évite les questions. Il fuit le regard de Louise quand elle demande « Maman, pourquoi je ne te ressemble pas ? Pourquoi je fais parfois des cauchemars avec une dame qui pleure ?» Des cauchemars, toujours les mêmes. Une ruelle sombre, une femme en larmes, et cette voix douce mais brisée qui murmure « Louise ». Louise en parle parfois à sa gouvernante, qui la regarde, troublée. Ce sont juste des rêves, ma chérie. Mais dans le secret de son cœur, elle sent que ces cauchemars ressemblent trop à des souvenirs. Comme si quelque chose, au fond de cet enfant, appelait une vérité qu'on tente d'étouffer. Un jour, en fouillant dans un tiroir interdit, Louise découvre une photo dissimulée sous une pile de documents. Une femme au regard mélancolique, les cheveux défaits, tenant son ventre rond. Au dos, une inscription presque effacée, Clara, 2017. Le nom résonne en elle, brutalement. Elle ne sait pas pourquoi,
mais elle sent qu'elle connaît cette femme. Et dans son ventre d'enfant, une étrange peur commence à naître. La vie parfaite des Vandrel est une façade. Et derrière, une vérité continue de frapper, doucement, mais de plus en plus fort. Le carnet oublié Mireille n'était pas qu'une voisine. Elle avait été la seule main tendue dans la nuit de Clara, autrefois. Une retraitée discrète, au regard doux, qui apportait de la soupe chaude et écoutait sans juger. Elle connaissait les silences de Clara. Elle connaissait sa souffrance. Et surtout, elle n'avait jamais cru à l'histoire du bébé mort-né. Un dimanche pluvieux, en rangeant de vieux cartons dans son grenier, Mireille tombe sur une boîte poussiéreuse. À l'intérieur, des lettres, des photos fanées, et un petit carnet à la couverture usée. Elle le reconnaît aussitôt, c'est le journal que Clara lui avait confié un soir, en larmes, avant de disparaître pendant des jours. Elle l'ouvre avec précaution. Page après page, Mireille découvre les pensées chaotiques, les douleurs hurlées en silence, mais aussi des détails troublants. Docteur Lemoine. Dispensaire Saint-Luc. La chambre 4. Il a refusé que je voie ma fille. Pourquoi? Suivent des fragments de souvenirs flous, des rêves hantés, des croquis de visage, et enfin, une photo collée à la fin du carnet. Flou, mal cadré, mais suffisamment nette pour qu'on distingue un bébé dans les bras d'une infirmière, à l'entrée d'un bâtiment usé. En arrière-plan, une silhouette en costume, pressée, qui semble surveiller la scène. Mireille frissonne. Ce n'est plus de la douleur, c'est une alarme. Elle se souvient d'un article lu quelques années plus tôt, sur les Vandrel, ces philanthropes médiatisés, et leur mystérieuse adoption privée. Et si Clara avait toujours dit la vérité? Et si cette photo, ce carnet, étaient les premières clés d'un puzzle macabre soigneusement dissimulé? Mireille prend une décision. Elle ne peut plus garder ça pour elle. Elle enroule le carnet dans un foulard, le glisse dans son sac, et quitte son appartement d'un pas pressé. Clara, assise sur son banc habituel, parle toujours seule, mais dans ses yeux, quelque chose a changé. Une lueur, un frisson d'espoir. Car Mireille arrive, carnet en main, et dans sa voix tremblante, elle murmure, « Tu n'as pas rêvé, Clara. Il est temps qu'on découvre ce qu'ils t'ont volé. » Les murmures de la rue des Trois Lunes. La rue des Trois Lunes, à première vue, n'avait rien d'extraordinaire. Une impasse étroite, bordée de bâtiments en décrépitude, où l'humidité collait au mur comme un secret mal lavé. C'est là, au numéro 14, que se trouvait autrefois le dispensaire Saint-Luc. Aujourd'hui, il est fermé, condamné. Les vitres sont brisées, la porte rouillée, le nom effacé. Mais Mireille insiste. C'est ici, Clara. C'est là que tout a commencé. Clara, méconnaissable dans son long manteau, garde le silence. Elle avance lentement, regardant les murs comme si elle pouvait en extraire des souvenirs. Son regard s'arrête sur une pierre fissurée, sur une rampe tordue. Puis, d'un coup, elle se fige. Je me souviens de cette rampe. Je l'ai tenue. J'étais faible, j'avais froid. Et ensuite, elle tremble. Sa mémoire revient par éclats. Les cris étouffés, l'odeur du désinfectant. Et cette voix, votre bébé n'a pas survécu, elle pénètre dans les lieux à travers une fenêtre forcée. À l'intérieur, le temps semble s'être arrêté. Des lits rouillés, des papiers éparpillés, des tiroirs vides, ou presque. Dans un coin oublié, derrière une armoire effondrée, Mireille découvre une boîte métallique. Elle l'ouvre, fébrile. À l'intérieur, de vieux dossiers médicaux, jaunis, mais lisibles. Parmi eux, un nom, Clara Morel. Et à côté, en lettres rouges, enfant, mort-né pas de photo. Mais ce n'est pas tout. D'autres dossiers apparaissent. D'autres noms de jeunes femmes, toutes marquées du même sort. Mais pour deux d'entre elles, une mention étrange et griffonnée, transfert discret confidentiel. Mireille lève les yeux. Ce dispensaire n'était pas qu'un lieu de soins. C'était une façade. Clara serre le carnet contre elle. Le cœur battant, elle sent que ce qu'elle a toujours pressenti prend enfin forme. Quelqu'un, quelque part, a orchestré ce vol. Et ils ne sont peut-être pas les seuls. Au moment de sortir, un bruit se fait entendre. Une silhouette les observe de l'autre côté de la rue. Casquette enfoncée, téléphone à la main. Et aussitôt, elle disparaît dans l'ombre. Quelqu'un sait qu'elle cherche la vérité. Et cette vérité, visiblement, dérange. Le masque tombe, la maison des Vandrel n'est plus aussi paisible qu'avant. Les rideaux restent tirés, les repas se font en silence, et Elisa, dépérit. Son teint est pâle, son regard perdu. La culpabilité, lentement, a commencé à l'engloutir. Chaque jour, elle entend des murmures que personne d'autre ne semble percevoir. Des mots d'enfant. Des mots qui ne devraient pas exister. Maman. Clara m'appelle la nuit. Elisa sursaute. Louise est là, debout au pied du lit, les yeux grands ouverts. Elle tremble, elle pleure, elle me tend les bras. Elle dit que je lui mens. Pourquoi elle pleure, maman? Elisa reste figée. Le prénom Clara résonne dans son crâne comme une cloche qu'elle croyait enterrée. Elle tente de sourire, de rassurer, mais ses mains tremblent. Elle sait que quelque chose est en train de se fissurer. L'instinct maternel de Louise semble la guider vers une vérité que même elle-même ignore consciemment. La nuit, Elisa entend les pleurs, parfois réels, parfois dans sa tête. Elle revoit le visage de la jeune femme, endormie sous sédation, la couverture vide dans ses bras. Elle revoit sa propre main, tremblante, prenant le bébé et le serrant contre elle,
comme une voleuse d'amour. Elle n'en peut plus. On aurait dû lui dire. On aurait dû trouver un autre moyen. Mais Elisa ne l'écoute plus. Ce n'est plus une question de réputation. C'est une question d'âme. Elle regarde Louise, sa fille, mais aussi l'enfant d'une autre. Et dans son cœur, une conviction germe, elle doit dire la vérité. Elle commence à écrire une lettre, une confession, une délivrance. Elle cache le papier dans un tiroir de sa coiffeuse, bien plié, comme un dernier recours. Car elle le sent, le destin approche. La vérité, longtemps muselée, commence à crier. Et plus Elisa tente de l'enfouir, plus le sol tremble sous leurs pieds. Les vérités qu'on enterre le silence dans le manoir étaient devenues pesantes. Depuis la disparition soudaine d'Esther, les visages se fermaient, les regards fuyaient la vérité comme si prononcer son nom pouvait faire ressurgir un passé trop lourd à porter. Dans le salon, Léonard, assis dans l'obscurité, relisait pour la 100e fois cette lettre manuscrite qu'il avait trouvée derrière un tableau, dans le bureau de son père. Les mots tremblaient sur le papier, comme s'ils avaient été écrits dans la peur. Si tu lis ceci, c'est que le mensonge n'a pas tenu. Cette maison cache plus que des secrets. Elle garde des dettes. Et celles qu'on ne paie pas, reviennent toujours. Signé, Clara M. Clara, le nom d'une ancienne gouvernante, disparue 20 ans plus tôt dans des circonstances jamais élucidées, selon les journaux de l'époque. Une disparition parmi tant d'autres. Mais cette fois, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Dans une petite pièce poussiéreuse du sous-sol que tout le monde semblait avoir oubliée, la jeune domestique Alice, poussée par une intuition étrange, mit la main sur une trappe dissimulée sous un vieux tapis. Elle hésita. Un froid glacial s'en échappait, comme si cette ouverture menait vers un lieu interdit. Elle descendit. Une odeur d'humidité et de terre. Des caisses. Des objets oubliés. Et au fond, une vieille malle en bois. À l'intérieur, des vêtements d'enfant, un bracelet, et un enregistrement. Elle monta précipitamment avec la cassette à la main, le souffle court. Léonard la vit arriver, le visage blême. Il inséra la cassette dans un vieux lecteur. La voix d'une femme, étouffée, nerveuse. Ils ont pris le bébé. Ils ont dit que c'était mieux comme ça. Qu'elle ne devait jamais savoir qui elle était vraiment. Le couple n'a jamais pu avoir d'enfant. Ils ont payé pour effacer l'histoire, pour que la mère disparaisse. Mais, on ne fait une tension presque palpable. Malgré leur richesse, leur pouvoir et leur influence, Elena et Massimo savaient que le temps du mensonge arrivait à sa fin. Dans la chambre du bébé, Elena berçait doucement le petit Lucas. C'est très angélique, son souffle paisible, tout en lui la désarmait. Elle avait tenté de se convaincre pendant des mois qu'il était leur fils, qu'il était le miracle qu'elle avait tant prié. Mais au fond, une part d'elle savait, ce n'était pas la vérité. Et cette vérité s'apprêtait à frapper à leur porte. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement modeste, Claire tremblait en tenant la lettre que le détective privé lui avait laissée. Les résultats ADN étaient formels. Le bébé retrouvé chez les Moretti était bel et bien le sien. Aucun doute possible. Les larmes coulèrent sur ses joues, un mélange de soulagement et de terreur. Elle avait raison depuis le début, mais à quel prix? Au même moment, le détective privé, Antoine Lemoine, garait sa voiture devant la villa des Moretti. Il n'était plus question de discrétion ou de prudence. Il avait vu trop de souffrance, trop de manipulation. Cette nuit, il était venu pour confronter les Moretti avec les preuves qu'ils détenaient. Il savait qu'il ne se laisserait pas faire facilement, mais il ne craignait plus les conséquences. Massimo l'attendait, debout dans son bureau, les poings serrés, regardant par la fenêtre. Quand la sonnette retentit, il n'hésita pas. Il descendit et ouvrit lui-même la porte. « Vous êtes venu, dit-il d'une voix calme, mais chargée de tension. Vous saviez, répliqua Antoine en le fixant droit dans les yeux. Vous saviez que cet enfant n'était pas le vôtre. Un silence lourd s'installa. Massimo ne nia pas. Il détourna simplement le regard. Nous l'avons sauvé, murmura-t-il. Sa mère était instable. Ce n'était pas un vol. C'était une seconde chance. Mais Antoine sortit les documents de son sac, les posa sur la table du salon. Des photos, des preuves, les résultats ADN. Le journal de Claire, retrouvé caché dans une clinique psychiatrique abandonnée. L'histoire se reconstituait pièce par pièce, et rien ne pouvait l'arrêter désormais. Soudain, un cri retentit à l'étage. Elena, tenant Lucas dans ses bras, descendait en pleurant. Massimo, dis-lui que ce n'est pas vrai, dis-lui que je ne suis pas une voleuse. Mais le silence de son mari la brisa. Elle comprit. Tout s'écroula. C'est alors que Claire franchit la porte d'entrée, tremblante, accompagnée d'un policier et d'une assistante sociale. Son regard croisa celui d'Elena, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Deux mères, un seul enfant. Le cœur battant, Claire fit un pas en avant. Je suis sa mère, et je suis venue récupérer mon fils. Et dans ce moment suspendu entre la vérité et la justice, personne ne pouvait prédire ce qui allait suivre. L'appel du sang, les murs de la grande maison semblaient murmurer. Une tension glaciale s'était emparée des lieux depuis l'étrange disparition de Claire. Le couple de milliardaires, désormais plus distant que jamais, vivait chacun dans sa paranoïa. Laurence, jadis si flamboyante, ne quittait plus sa chambre, obsédée par des visions d'une femme au regard vide, ensanglantée, qui apparaissait dans ses miroirs. Adrien, lui,
avait engagé 3 gardes du corps et installé un système de surveillance ultra sophistiqué, scrutant chaque recoin de la propriété jour et nuit. Mais malgré toutes ces précautions, quelque chose s'approchait. Quelque chose qu'aucune technologie ne pouvait arrêter. Dans le petit village voisin, sœur Marguerite, une vieille religieuse oubliée du monde, priait avec une intensité rare. Elle savait. Elle avait senti le déséquilibre, l'appel du mal. Un esprit ancien, scellé il y a bien longtemps, avait été réveillé. Ce genre d'événement ne passait jamais inaperçu pour ceux qui, comme elle, vivaient dans l'ombre de la lumière. Et ce qu'elle avait vu en songe la terrifiait. Un enfant marqué, une femme dévorée par le vide, un pack brisé. Elle prépara son manteau noir, prit une petite valise remplie de fioles bénites et de croix anciennes, puis s'engagea dans un chemin qu'elle avait juré de ne jamais reprendre. Mais cette fois, il n'y avait pas d'autre choix. Pendant ce temps, dans un hôpital psychiatrique à des kilomètres de là, une infirmière hurlait. Claire. Claire était assise, là, dans un coin de la pièce, alors qu'elle avait été portée disparue depuis plus de 2 semaines. Son regard était vide, mais un sourire terrifiant étirait ses lèvres. Il est là, murmurait-elle. Il m'a trouvé. Les médecins tentèrent de l'approcher, mais à chaque contact, un froid surnaturel envahissait la pièce. Les ampoules grésillaient, les croix accrochées au mur se renversaient. Et soudain, Claire se mit à chanter. Un chant ancien. Un chant que même les médecins, dans leur rationalité, sentirent comme une invocation. Un appel du sang. De retour dans la maison des milliardaires, le bébé, silencieux depuis des jours, se mit à pleurer. Un cri strident, inhumain, presque métallique. Laurence accourut, mais lorsqu'elle se pencha sur le berceau, il était vide. Juste une feuille de papier, roulée, posée sur le drap. Elle la déroula, les mains tremblantes. Rendez ce qui ne vous appartient pas, ou il se servira lui-même. La pièce s'assombrit brusquement. Et au fond du couloir, une silhouette se dessina. Toubi continuait. Le voile se déchire, la silhouette au bout du couloir avançait lentement, comme si elle glissait sur le sol. Les lumières clignotaient, puis s'éteignirent complètement. Un silence épais, surnaturel, s'installa dans la demeure. Laurence n'osait plus respirer. Elle tenait toujours le papier dans ses mains, mais celui-ci se mit à se consumer lentement, sans feu visible, jusqu'à devenir cendre entre ses doigts. « Adrien » hurla-t-elle, la panique dans la gorge. Mais aucune réponse. Elle se retourna brusquement. La silhouette avait disparu. Elle courut dans le salon, essoufflée, en larmes. Mais ce qu'elle découvrit la fit tomber à genoux. Adrien était là, debout, figé, les yeux ouverts, mais vide. Il respirait encore, mais quelque chose en lui semblait éteint. Comme si on lui avait volé son âme. Il m'a regardé, murmura-t-il d'une voix brisée. Qui t'a regardé? Cria Laurence, en le secouant. Mais Adrien retomba dans un mutisme total. À ce même instant, dans la voiture qui roulait à toute vitesse vers la propriété, sœur Marguerite récitait des prières en silence. Le vent soufflait fort, malgré les vitres fermées. Elle sentait la présence, elle la connaissait. Ce n'était pas un simple esprit. C'était un esprit vampire, un collecteur de dettes. Une entité née d'un pacte oublié. Et ce pacte, Laurence et Adrien l'avaient peut-être signé, sans le savoir. Dans le village, la presse locale titrait déjà sur « Le bébé maudit des milliardaires ». Des rumeurs circulaient, des vidéos fous montraient des ombres errantes dans les bois autour de la demeure. Des journalistes et curieux commençaient à camper à quelques kilomètres de là, attirés par le mystère, ignorant le danger qu'ils frôlaient. Dans l'hôpital, Claire chantait toujours. Mais cette fois, elle ne chantait pas seule. Dans une autre chambre, un homme âgé, muet depuis des années, se mit à fredonner le même air. Puis un deuxième, puis un enfant. Dans toute l'aile psychiatrique, le même chant s'élevait, glaçant, envoûtant, comme un cœur venu d'un autre monde. Un appel, une ouverture. Un médecin, en larmes, griffonna sur son carnet. Il ne chante pas, il répond. Dans la chambre du bébé, les murs saignaient. Des gouttes épaisses, rouges, perlaient lentement, formant des symboles anciens. Des lettres oubliées, des menaces silencieuses. Et sous le berceau, l'ombre reprenait forme. Ce n'était plus un esprit. C'était une présence, une conscience. Et elle attendait qu'on lui ouvre la porte. À suivre. Et ce n'est que le début. Ce que Clara s'apprête à découvrir pourrait bouleverser bien plus qu'elle ne l'imagine. Jusqu'où iront les Vandrel pour protéger leurs secrets? Index revers pointant vers la droite blanc pour ne pas manquer la suite de cette histoire bouleversante. Cloche, abonne-toi et active la cloche. Punaise, prochaine partie très bientôt. Étincelle, merci de suivre cette série. Et rappelle-toi, certaines vérités ne restent jamais enterrées.